La prise en charge, c'est la troisième partie de cette émission. On en parle tout de suite. Prise en charge médicale, prise en charge chirurgicale, on va en parler tout de suite. Sachez que la clinique du Pré s'est dotée d'un outil dédié à l'obésité. Il s'agit du centre Chrysalide. Regardez. Bienvenue au sein du centre Chrysalide de la clinique du Pré. Ouvert en octobre 2012, Chrysalide est un centre dédié à la prévention et au traitement de l'obésité et de ses complications. Alors, le centre Chrysalide propose une prise en charge aux patients en surpoids et obèses. L'obésité étant une maladie chronique et complexe, elle nécessite une prise en charge globale et pluridisciplinaire, biomédico, psycho et sociale. Chaque patient bénéficie d'un programme personnalisé de suivi avec différents intervenants comme le médecin nutritionniste, les diététiciennes et les psychologues. L'obésité, un problème de santé publique majeur, touche en 2012 15% de la population adulte en France, soit une augmentation de 50% en 12 ans et concerne aussi bien les hommes que les femmes. Prévenir et guérir l'obésité devient donc un véritable enjeu pour notre société. Devant ce constat, la clinique du Pré, établissement de santé privé au Mans, a décidé en partenariat avec d'autres acteurs de santé du territoire de développer la prise en charge pluridisciplinaire de la personne obèse au travers de 2 filières de soins distinctes, médicales et chirurgicales. Au sein du centre, on retrouve une unité d'exploration fonctionnelle, une unité de nutrition d'endocrinologie, des consultations spécialisées en obésité médicale et chirurgicale, ainsi que de psychiatrie et de psychologie spécialisée, des consultations de chirurgie plastique et reconstructrice, un pôle social, prévention et éducation en santé, et un plateau technique chirurgical complet. Maladie chronique, l'obésité augmente le risque de développer des maladies telles que l'hypertension, le diabète et engendre des conséquences multiples et sérieuses sur la santé et dans la vie quotidienne. Essoufflement, difficulté à se mouvoir, les actes de la vie quotidienne peuvent rapidement devenir pénibles. Si c'est le cas, vous devez consulter. Pour se repérer, un geste simple, calculer son IMC ou indice de masse corporelle. En fait, l'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre le poids et la taille. En clair, on suppose qu'un grand va peser plus lourd qu'un petit. Voilà. Alors, on dit il y a l'indice de masse corporelle entre guillemets normal, c'est quand le chiffre, le rapport poids-taille est entre 20 et 25. J'ai entre guillemets parce que on n'est pas anormal non plus parce qu'on est trop gros ou trop maigre. Hein. En tout cas, indice de masse corporelle normal, c'est entre 20 et 25. Surpoids, c'est de 25 à 30. Obésité 1, donc modérée, c'est de 30 à 35. Obésité sévère, c'est 35-40. Et obésité morbide, c'est au-dessus de 40. Tout ce qui est au-dessus de 40. Pour chaque patient, une prise en charge personnalisée sera organisée en fonction de son IMC, mais aussi de sa volonté. Odile, 63 ans, a intégré la filière médicale il y a 6 mois. Elle a perdu 11 kilos et vient de commencer les ateliers d'éducation thérapeutique. Je fais partie des ateliers psy, sur le stress, sur l'estime de soi. Ça m'apporte beaucoup de choses comme ça. C'est un plus. Mais il va me falloir beaucoup de temps pour modifier tout le comportement que j'ai eu jusqu'à présent. Un suivi médical thérapeutique et nutritionnel, c'est un programme personnalisé de gestion du poids, mis au point incluant un encadrement nutritionnel, psychodiététique, une remise en mouvement et la participation à un groupe d'éducation thérapeutique. Il faut que le patient prenne bien conscience de son problème d'alimentation et soit acteur de sa prise en charge. On envisagera une chirurgie bariatrique qu'après au minimum 6 mois de prise en charge médicale qui va être à la fois diététique et psychologique, régulièrement à la clinique, pour les obésités morbides. Ce sont les sleeve gastrectomies et les bypass gastriques. Avant toute intervention chirurgicale, l'état du patient est évalué lors d'une journée bilan. Le patient se soumet alors à plusieurs examens et rencontre les différents spécialistes.
Le cas de chaque patient est évalué lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire avec l'ensemble des professionnels de santé du centre qui se déroule à l'issue de la journée bilan. Il s'agit d'une patiente de 33 ans qui présente une obésité prémorbide avec un poids de 103 kg pour 1,68 m. Cette obésité prémorbide s'accompagne d'une comorbidité sévère avec une hypertension artérielle difficilement équilibrée et un syndrome d'apnée du sommeil. Celle-ci permet de valider si le patient est prêt pour une intervention chirurgicale et le suivi qui s'impose ensuite ainsi que le type de chirurgie qui sera effectué. Pour Alexandra, 37 ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire a été favorable à l'intervention. Dès demain, elle sera opérée pour une réduction de l'estomac, c'est la sleeve gastrectomie. Donc, je suis venue vers le centre de l'obésité sur les conseils de mon médecin traitant qui me disait que le surpoids que j'avais atteint serait difficile à enrayer par un simple régime ou une simple bonne hygiène de vie. Alors je voudrais pouvoir reprendre des activités physiques, reprendre une bonne hygiène de vie. Je voudrais pouvoir sauter dans le trampoline encore une fois avec ma petite fille et pouvoir vivre normalement sans me dire là je suis empotée, je risque de chuter, je ne me sens pas bien dans mon corps et il faut que ça change. Le lendemain, nous retrouvons Alexandra au bloc opératoire. Dernière ligne droite, pressée, dernière étape d'un parcours de près de 8 mois. Donc forcément, démarrage d'une nouvelle vie maintenant et on y va, c'est parti. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, la plupart du temps par cœlioscopie. Cette intervention consiste à réaliser la section de l'estomac de manière à confectionner une petite poche gastrique qui recevra la nourriture. Katia, elle, a eu un gastric bypass en novembre 2013. J'ai fait des régimes, donc ça fait toujours effet yo-yo, hein. Des fois je perds bien et puis je reprends et ça a toujours monté crescendo en fait. Avant ma grossesse, il y a 3 ans, je voulais faire l'opération. Donc je suis tombée enceinte, donc c'était hors de question de faire l'opération. Et déjà je voulais le faire, quoi. Et après la grossesse, comme j'avais pris du poids, je me suis dit, pour moi l'opération c'est la solution. Avec le poids on est plus effacé, toujours le regard des autres. Tous ceux qui sont dans mon cas, qui étaient dans mon cas, elles le savent. Et donc plus sûre de moi. Au niveau santé médicale, parce que moi je commençais à faire du diabète. Donc au niveau des prises de sang, tout est bien. La tension, je suis revenue à une tension normale. Donc ça c'est le côté santé, donc tout va bien, quoi. Moi je me sens plus, dans mes gestes, je me sens plus à l'aise. Je revis, quoi, je suis bien. Depuis son intervention, elle bénéficie d'un suivi post-opératoire qui inclut les aspects médicaux, nutritionnels et psychologiques. Nutritionniste, chirurgien, diététicienne, psychologue, tous les acteurs du centre restent à sa disposition pour la soutenir dans la suite de son parcours, car celui-ci ne s'arrête pas à la sortie du bloc opératoire. On va donc maintenant parler de parcours médical et parcours chirurgical. On est donc avec le docteur Pascal Jagot-Lacoussière. Vous êtes chirurgien bariatrique à la clinique du Pré. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. On est aussi avec le docteur Vec, Claudine Vec, le retour. Le retour. Voilà, toujours médecin nutritionniste. Ça n'a pas changé. Donc vous avez passé un examen entre-temps, mais non, ça va? Non. Pas de diplôme en plus? Pas de plus. Patricia Sirou, bonjour. Vous êtes cadre de santé. Bonjour. Vous êtes ici pour représenter le centre hospitalier de la Ferté-Bernard. Oui, c'est ça. Parce qu'on se rendra compte qu'il y a un partenariat qui a été passé entre la clinique et le centre hospitalier. C'est ça. Voilà, tout à l'heure, on en parlera. Et puis on est avec Madame Pécouilloul. Voilà. Bonjour. Votre nom apporte un peu de soleil ici au Mans aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pécouilloul, ça me plaît bien. Vous êtes patiente de la filière chirurgicale. Exactement. On parlera de vous tout à l'heure. Très voilà. bien. Et puis Madame Bovin, vous avez choisi la filière médicale. Bonjour, oui. Bonjour. Voilà, vous nous parlerez de vous. Docteur Jagot, quelles sont les différentes interventions chirurgicales? Je sais que la plupart des gens qui nous regardent sont souvent très au fait et très renseignés, mais j'aimerais quand même qu'on le rappelle. Oui, donc la chirurgie de l'obésité, qu'on appelle chirurgie bariatrique, est une spécialité qui a à peu près moins de 20 ans, donc c'est assez récent. Et il y a eu
de multiples interventions qui ont été mises au point et actuellement ça se décante. La spécialité se mature et il reste globalement deux chirurgies, 2 interventions pour faire maigrir les obèses, que sont la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique. Alors la sleeve ? La sleeve gastrectomie est une intervention qui va réduire la taille de l'estomac. L'estomac est une poche. C'est pas simplement une poche, d'ailleurs, c'est une poche qui a des sécrétions hormonales qui gèrent la faim et l'appétit. Enfin, l'appétit et la réduction de la taille de l'estomac entraîne une diminution de la faim et des capacités, bien sûr, alimentaires. Donc ça pour la sleeve. Et puis le bypass gastrique est une intervention là où on ne réduit pas la taille de l'estomac, mais on le court-circuite. L'estomac reste en place, mais il est remplacé par un segment d'intestin grêle. Alors, pourquoi choisir une technique plutôt que l'autre ? Pourquoi une intervention plutôt que l'autre ? Oui. Ces 2 interventions ont des indications en fait assez différentes. Un type d'intervention bénéficie de contre-indications de l'autre. Donc ça ne peut se choisir qu'après un bilan complet. Le bilan qu'on a vu sur l'exposé précédent, là, avec la journée bilan qui permet d'avoir une évaluation complète du patient et choisir le type d'intervention. Alors justement, on parlait tout à l'heure de ce parcours. Il dure plusieurs mois, oui. 7 à 8 mois. Pour quelle raison est-ce que c'est aussi long ? Parce qu'on va prendre une décision qui va être irrémédiable, donc on a besoin de réfléchir ? Tout à fait, ça c'est une première raison. Il y a besoin, comme a dit le docteur Weck, d'une rééducation alimentaire, d'abord pour mûrir l'indication et aussi pour préparer le patient à s'habituer à sa future façon de manger. C'est vraiment une grande modification de l'alimentation amenée par l'intervention définitive et 6 mois c'est un minimum pour s'y habituer. On a le choix entre le médical et le chirurgical ? Alors je voudrais juste... Je vous en prie. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé signalent 3 méthodes chirurgicales et l'anneau se pratique encore aujourd'hui en France. Et c'est une méthode qui, certaines fois, apporte aussi des réussites quand on est sur des indices de masse corporelle un peu bas. D'accord. Donc, dans le choix qui a été fait ici, on parle de 2 méthodes particulières. Ouais. L'anneau est aussi une méthode qui a sa légitimité et sa valeur. Et pour certains patients, ça peut convenir. Donc elle n'est pas totalement exclue encore du travail chirurgical. Mais elle a à peu près perdu 90% de ses indications dans les 10 dernières années. Donc c'est une intervention qui est... Pour autant, la Haute Autorité de Santé en 2009 l'a reconnue comme étant encore une technique et ça se pratique encore. Et voilà, à distance, on peut certaines fois avoir des réussites avec l'anneau. Alors, la question était, je reviens à ma question, on a le choix entre le médical et le chirurgical lorsqu'on est en surpoids ou obèse, ou est-ce que c'est... Heureusement. D'accord. De toute façon, la chirurgie n'est pas une solution au traitement de l'obésité. C'est justement une question que je voulais vous poser après. Est-ce qu'on ne va pas vers la chirurgie par facilité aussi, en disant bah tiens, au moins on va enlever et puis je vais maigrir ? Ça peut arriver, effectivement. Ouais. Nous, on voit certaines fois dans les groupes de parole des personnes qui arrivent et qui sont convaincues que parce qu'elles vont passer dans les mains d'un chirurgien, tout va bien se passer. Ça n'est qu'une première étape, docteur, vous êtes d'accord avec nous, hein ? C'est une première étape. Et ça ne fonctionne que dans des centres comme ici, où il y a une vraie équipe pluridisciplinaire. Il faut reconnaître aussi que la chirurgie de l'obésité, pendant des années, s'est pratiquée dans des établissements privés qui ne reposaient que sur le chirurgien et dans lesquels il n'y avait pas d'équipe pluridisciplinaire. Et donc, les échecs de la chirurgie antérieure à ces dernières années étaient aussi dus à ça. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Aujourd'hui, ce qui permet la réussite de la chirurgie de l'obésité pour les personnes qui la souhaitent, c'est quand elles sont dans des centres où il leur est proposé un vrai encadrement préopératoire et post-opératoire. Docteur, vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout va alors. Vous avez bénéficié, Madame Pécouilloul, d'une opération, hein, puisque vous avez bénéficié d'une sleeve. Oui. Vous m'avez dit que vous avez enlevé 2 tiers de l'estomac, c'est ça ? À peu près, oui. Vous avez perdu 38 kilos. Oui. Voilà.
Pourquoi avoir choisi la filiale chirurgicale, la filière chirurgicale, pardon? Parce que, en fait, c'était mon souhait à moi. Ouais. C'est ce qui, à mon avis, me convenait le mieux. Ce n'est pas un choix de facilité. Ça implique, et ça il faut le savoir, d'énormes changements après. Des changements par rapport à la nourriture, évidemment, comme M. Jagot l'a exposé. Mais de toute façon, il faut faire le travail psychologique. Ça ne marchera pas sinon. On aura toujours notre mal-être, donc il faut faire le travail, c'est indispensable. Il faut changer sa relation, son image de soi, sa relation avec les autres. Il faut le faire de toute façon, ce n'est pas une solution miracle. Même si notre corps change, si notre esprit et notre tête ne suivent pas, on ne sera pas bien. Donc le but, c'est d'être bien dans sa globalité, pas seulement dans son image. Il n'y a pas que l'image qui compte. Sinon, on ne se serait pas laissé envahir par toute cette graisse. Bien sûr. Et la chirurgie de l'obésité peut conduire aussi certaines fois à une non-perte de poids, comme le disait madame. Si avec une chirurgie de l'obésité, vous continuez à boire du soda et à manger des glaces ou à manger une tranche de foie gras, vous ne maigrirez pas. Toute chirurgie que vous ayez faite, vous ne maigrirez pas. Ah, oui, bien sûr. Dr Weck dit que s'il y a une seule tranche de foie gras, si elle est toute mince, toute petite, toute mimi... Oui, parce qu'il faut garder le plaisir. Quand on a été vous comprenez dans le sens où je voulais le dire. Non, mais j'ai bien compris. Oui. Si on ne modifie pas, si on ne s'accorde pas ce temps de modifier vraiment et d'être accompagné sur le point nutritionnel, alimentaire et psychologique, parce que perdre du poids, ça n'est pas simple. On a une image qui ne correspond pas à celle que souvent on possède dans la tête. Et donc, voilà. Est-ce que le parcours avant l'opération a été difficile et stressant ? Alors, le parcours avant l'opération, lorsqu'on fait la démarche de s'adresser à un chirurgien pour envisager une chirurgie, évidemment, quand on nous annonce le délai, ça nous semble interminable, évidemment. Et pourtant, après coup, on sait que c'était très, très important. C'est ce qui nous permet de tester notre décision et puis surtout de chercher d'aller puiser en nous la volonté dont on aura besoin après. Puis peut-être déjà de changer ses habitudes alimentaires parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. Quoi. Bien sûr, son rapport avec la nourriture, évidemment. Il faut savoir que, comme me disait madame, on se jette sur la tablette de chocolat ou autre chose, peu importe. Mais en plus du malaise que l'on avait avant de manger la tablette de chocolat, après on a la culpabilité de l'avoir mangé. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la solution. Mais malgré tout, on ne peut pas s'en empêcher. C'est vraiment une addiction. On est addict à la nourriture. Ça fait 1 an que vous avez été opéré. 13 mois. 13 mois. Vous avez perdu 38 kilos, je l'ai dit. Oui. Ça a été rapide ? Très rapide, oui. Les premières semaines, c'est très, très rapide. C'est difficile aussi. Moi, ça fait très peu de temps que j'arrive à avoir la juste image de ce que je suis redevenue. C'est ça le plus difficile. Pour moi, le plus difficile, ça n'a pas été l'apprentissage de la nourriture et de ma nouvelle façon de manger. Pour moi, le plus difficile, ça a été tout le travail psychologique. C'est celui-là qui a été pénible. Mais heureusement, grâce à toute l'équipe, à chaque fois que j'avais l'impression que j'allais flancher, bien, je venais chercher de l'aide. Et donc ça m'a permis de passer les étapes. Quand vous dites flancher, c'est ouvrir le frigo, le placard ? Non, c'est pas ça. Pour moi, en tout cas, je ne peux parler que de moi. Moi, c'est pas la nourriture, c'est pas le changement alimentaire qui a été difficile. Le changement alimentaire s'est fait automatiquement. Je ne voudrais pas dire par la force des choses, mais c'était indissociable de ma décision d'opération. Le plus difficile, ça a été le changement psychologique, régler les problèmes qui m'avaient amené là où j'en étais. Me changer moi. En fait, pour résumer, j'étais ma meilleure ennemie, il a fallu que je devienne ma meilleure amie. C'est ça qui était difficile. Et aujourd'hui, comment allez-vous avec vous ? Aujourd'hui, je vais bien avec moi, je vais bien avec les autres. Je sais que c'est difficile peut-être pour les autres, les gens qui me connaissaient avant, parce que par certains côtés, ils ne me reconnaissent plus. En fait, j'ai appris à dire aux autres
lorsqu'ils me blessent, maintenant je leur dis. Sinon, si je le garde pour moi, c'est moi que je vais blesser. Donc je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Alors évidemment, moi qui étais toujours souriante, moi à qui on ne faisait jamais de peine, moi qui n'avais jamais de problème, mais aujourd'hui j'ai appris à dire, quand on me demande si je vais bien, eh bien il y a des jours où je réponds non. Ou tout simplement, maman, puisque j'ai des enfants, maman, est-ce que tu peux nous garder les enfants? Ou maman, est-ce que tu peux faire ceci ou cela? Avant, oui, bien sûr, je renonçais à tout ce que j'avais prévu. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai autre chose à faire. Vous avez fait votre révolution, vous, hein? Oui. Hein? Oui. Bon. Mon coming out. Oui, c'est un vrai coming out. Voilà. Donc, merci beaucoup pour le témoignage. Il y a donc le parcours chirurgical, on l'a compris, qui de toute façon ne s'arrête pas à l'intervention. Il y a le suivi après, et puis il y a le parcours médical qui passe par les médecins nutritionnistes. Tout à fait. Là, il n'y a pas d'intervention, on va prendre du temps. On va prendre plus de temps pour maigrir en parcours médical qu'en parcours chirurgical, ou c'est aussi spectaculaire? A priori, ça va être plus long, effectivement. On va dire qu'au début, la démarche est la même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les patients viennent voir le docteur Jagot parce qu'ils souhaitent se faire opérer. Donc ça va être possible ou pas parce qu'il y a aussi des contre-indications à la chirurgie. Il faut pas elles existent. M. Jagot parlera peut-être plus que moi. Certains patients viennent me voir parce qu'ils souhaitent maigrir d'une manière, on va dire, entre guillemets, plus douce, moins rapide. Et quelquefois, c'est moi qui leur parle de chirurgie parce que quelqu'un qui a 40 ans ou 45 ans, qui a 50 ou 60 kilos à perdre, ça va évidemment prendre des années, sachant qu'à cet âge-là, souvent les complications sont déjà arrivées. Il y a déjà du diabète, de la tension, de l'arthrose. Les gens ont mal au genou, on commence à parler de prothèses de genoux. S'ils ont mal au genou, ils ne peuvent plus, ils ont du mal à marcher. S'ils ont du mal à marcher, donc à faire les activités physiques, ça finit par être un engrenage un petit peu difficile. Et je leur dis, est-ce que vous avez éventuellement pensé à la chirurgie? Il ne faut surtout pas forcer, mais il faut y penser. Docteur, ça veut dire que la chirurgie, c'est quand on est dans l'urgence? Dans l'urgence, non, mais quand on a un poids quand même en moyenne plus élevé que dans la filière médicale. On a étudié nos deux filières. Le poids de la filière chirurgicale est plus élevé que le poids des patients dans la filière médicale. C'est quand même nettement plus réservé aux patients très très lourds, avec des maladies très graves. D'accord. C'est vraiment des filières complémentaires. Elles ne sont pas opposées. Et le patient, c'est pas alors il choisit, bien entendu, mais il y a vraiment des indications complémentaires dans les deux. Pour le parcours médical, donc c'est médecin nutritionniste, psychologue. En fait, c'est la même équipe. C'est la même équipe. Oui, hormis le chirurgien. C'est la même équipe, puisque de toute façon, c'est une obésité, avec des problèmes psychologiques, causes ou conséquences, mais en tout cas, il y a des problèmes psychologiques. Il y a aussi forcément des troubles du comportement alimentaire, quels qu'ils soient. On n'est pas obèse parce qu'on grignote toute la journée. Beaucoup disent, oui, mais je suis obèse, mais je grignote pas. On peut très bien être obèse sans grignoter. On peut très bien avoir des rations énormes, simplement en faisant 1, 2 ou 3 repas par jour. Il y a aussi le nombre de repas qui est important. Certains font 3 repas, certains font 1 repas énorme par jour. Donc il y a tous ces troubles du comportement alimentaire qui sont à revoir, les causes psychologiques, et le manque d'activité physique, la plupart du temps, c'est pareil, cause ou conséquence. D'une manière générale, les obèses en particulier, les grands obèses, sont rarement des gens qui aiment le sport. Quelquefois, ils ont été sportifs, mais souvent, la plupart du temps, c'est pas vraiment ce qu'ils préfèrent faire dans la vie, quoi. Il faut leur redonner aussi le goût de bouger. C'est pour ça qu'on ne parle pas de sport, mais moi, je leur dis, activité physique, c'est bouger son corps. C'est aller promener le chien, c'est aller faire ses courses à pied. C'est pas du sport, c'est une activité physique. Et alors, effectivement, on me répond aussi quelquefois, oui, mais j'ai pas envie de marcher dans la rue parce qu'on me regarde. Effectivement, il faut passer le cap. Il y a le cap du regard des autres. Alors, il y a le vrai regard des autres. Quelquefois, il y a le regard qu'on croit qu'ils ont. Donc, il y a la marche dehors, il y a surtout la piscine. Alors que la piscine, c'est l'eau, c'est un milieu très agréable pour quelqu'un qui a trop de poids. Les efforts sont plus faciles que sur la terre ferme. Et pourtant, la plupart des obèses ne se mettent pas en maillot de bain. Donc, il faut redonner le goût de tout ça. Et les autres reviennent. Ils reviennent avant, pendant et après, d'après ce qu'on a pu comprendre aussi. Même après l'opération, les autres continuent à avoir un regard sur nous qui n'est pas tout ce qui est plus... il y en a marre des autres.
Hein, vous avez eu raison de faire votre révolution, en fait. C'est ça qu'il faut qu'on fasse tous, la révolution. Voilà. On va parler maintenant d'un partenariat qui a été passé entre la clinique du Pré et le centre hospitalier de la Ferté-Bernard, avec vous, Patricia Sirou. Vous êtes donc cadre de santé à la Ferté-Bernard. Pour quelle raison est-ce qu'il y a eu ce rapprochement entre public et privé ? Alors, c'est un accord qui a été signé en fin d'année 2013. Tout simplement pour offrir une offre de proximité aux patients et patientes qui étaient suivis à la clinique et qui pouvaient venir du bassin de la Ferté-Bernard. Mmh. Vous avez donc décidé de prendre en charge les gens qui sont chez vous. Voilà, c'est surpoids, les personnes en surpois qui sont voilà, chez vous. C'est-à-dire que le centre hospitalier de la Ferté-Bernard devient une antenne du centre Chrysalide de la clinique du Pré. Vous proposez quoi sur place là-bas ? Alors sur place, nous proposons des consultations de diététiciennes et de psychologues. Et à partir du mois de septembre, donc, nous pourrons aussi effectuer les journées bilan. Ensuite aussi prendre en charge les séances d'éducation thérapeutique. La fameuse journée bilan. Voilà. Voilà. Qui fait peur à tous ceux qui veulent être opérés. C'est effectivement la journée bilan pour les personnes qui sont dans la filière chirurgicale. C'est une journée bilan qui arrive en conclusion de ce long moment de réflexion avec les uns et les autres. Et ce jour-là, après à 7-8 mois du parcours, oui. Ouais. Ok. Donc vous allez aller de plus en plus vers l'évolution de votre antenne. Voilà, c'est ça. Nous sommes là au début. La prise en charge des patients a débuté au mois de mars. Donc nous sommes au début effectivement de cette prise en charge et nous allons évoluer là tranquillement avec le début des séances ETP en septembre, avec le recrutement d'un coach sportif aussi pour pouvoir assurer des séances d'activité physique également. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la partie suivante. Muriel, on parlera avec vous tout à l'heure. Est-ce que vous avez choisi, vous, on l'a dit, hein, le parcours médical. On reviendra vers vous tout à l'heure. Vous me demanderez pour quelle raison, je vous demanderai, pardon, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi ce parcours-là plutôt que l'autre, à quand remonte votre envie de maigrir. Et je vous dirai même plus, on conclura l'émission avec vous. Voilà. D'accord. Voilà. Avant cela, les questions qui viennent du web. Est-ce qu'il y en a, Lorraine ? Oui, effectivement. Arthur de Candé, une personne qui n'est pas admissible à la chirurgie, que doit-elle faire ? Se débrouiller ? Une personne qui n'est pas admissible à la chirurgie. Se débrouiller tout seul à la maison ? Non, c'est pas possible. Non, elle va venir en médical. En médical, elle va venir au centre Chrysalide de la clinique du Pré. On va l'accueillir, on va lui donner des conseils diététiques, psychologiques, la même prise en charge enfin ce dont on parle depuis tout à l'heure. En fait. D'accord. Autre question ? Je vous en prie. Juste rajouter, au niveau national, on a quand même un souci, c'est que ce que l'on trouve ici, et dans d'autres centres, hein, parce que bon, heureusement, le Mans n'est pas le seul à le pratiquer. Mais pour autant, dans d'autres services, on va trouver un chirurgien, une équipe. Vous n'êtes pas admissible à la chirurgie. Au revoir, madame. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, effectivement, bénéficier de ce qui vous est proposé dans le territoire, c'est formidable. Mais n'oubliez pas aussi que malheureusement, il y a d'autres centres qui ne pratiquent pas de la sorte. Ok. Lorraine ? Kevin demande de combien de semaines, mois est le délai de préparation avant décision d'intervention ? On l'a dit, hein, 7 mois, 7-8 mois. Oui, à 6 mois de préparation avant la journée bilan. Moi, si je peux rajouter quelque chose, il y a les mois, on va dire, légaux, dans ce qui est prévu. Je dirais que ça dépend beaucoup du patient. Parce qu'on peut dire, écoutez, voilà, vous avez fait le parcours de 6 mois. Si au bout de 6 mois, les patients n'ont absolument pas compris ce qu'ils pouvaient manger, ils n'ont pas compris l'équilibre alimentaire, n'ont commencé aucune activité physique, ils attendent simplement que les 6 mois soient écoulés en disant, ça y est, maintenant j'ai fait 6 mois, je vais être opéré. Personnellement, je dis non. D'accord. C'est quand même, le patient doit être opéré, mais il faut qu'il soit prêt avant et qu'il soit prêt à être suivi après. Et en tout état de cause, un chirurgien qui se permettrait de dire à une patiente « je vous opère dans 1 mois », fuyez. Ok. Autre question ? C'est tout pour le moment. Vous avez vraiment pris l'habitude de nous faire peur par moment quand même. Hein. Mais non, mais c'est pour protéger tout le monde. Vous faites un petit peu peur. J'ai tort ? Non, c'est vrai, j'ai eu l'exemple il y a 1 mois, en fait. D'accord. Bon, de toute façon, il y a... Pour protéger mes collègues chirurgiens, c'est une attitude qui était courante il y a 10 ans, qui devient exceptionnelle quand même. D'accord. Donc en tous les cas, fuyez.
Mais en tous les cas, fuyez. Voilà, fuyez. Bon, nous allons maintenant nous intéresser, toujours revenir au centre Chrysalide. On vous l'a présenté. Sachez qu'au centre Chrysalide, donc, on traite l'obésité d'un point de vue chirurgical, d'un point de vue médical, mais on la traite aussi d'une façon différente. Soigner différemment, c'est ce que l'on voit tout de suite. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci. Tous les patients du centre, filière médicale ou chirurgicale, peuvent bénéficier d'un programme d'éducation thérapeutique. L'objectif étant de leur permettre d'échanger avec d'autres personnes connaissant les mêmes problématiques et ainsi les aider à sortir de leur isolement. Mon rôle est d'aider chaque patient à déterminer avec lui son projet. Le but et l'objectif de ce projet est que le patient apprenne à être acteur lui-même de sa prise en charge de la maladie. L'équipe du centre encadre les patients pour les accompagner et les éduquer à leur futur mode de vie après l'intervention. Changement de comportement alimentaire, nouvelles habitudes de vie. Pour être au plus près des besoins et de la vie quotidienne des patients, certains ateliers se déroulent à l'extérieur de la clinique, sur le terrain. Donc dans les ateliers en éducation thérapeutique, on a des ateliers plutôt théoriques où on revoit les groupes d'aliments, l'équilibre alimentaire, savoir lire une étiquette, et des ateliers plutôt pratiques où on apprend à équilibrer un repas quand on va au restaurant, quand on fait un apéritif entre amis. On apprend aussi à lire les étiquettes, mais cette fois-ci au supermarché, et des cours de cuisine. Donc pour l'atelier au supermarché, on essaie de suivre le parcours habituel des patientes au supermarché. On va de rayon en rayon et on étudie tous les produits et savoir lesquels sont bons à consommer, ceux qu'il faut moins consommer et comment les comparer. Depuis mars 2014, le centre Chrysalide propose aux patients un programme de relooking complet, Sublimez-vous, afin d'aider le patient à se réapproprier son corps. Animé par la socio-esthéticienne du centre Chrysalide, ce programme permet de retrouver une meilleure image de soi. J'interviens dans quelque chose qui est tout récent au sein de la clinique, qui est le programme Sublimez-vous. Donc Sublimez-vous, on est sur 2 propositions aux patients de réconciliation avec eux-mêmes. Une première formule qui est un conseil en formule visage, relooking visage, et le deuxième aspect qui est sur celui du corps. On est sur 3 rendez-vous. 3 rendez-vous avec 3 temps bien distincts. L'idée, c'est toujours d'arriver à les réconcilier en fait avec leur propre image, leur nouvelle image. Et c'est vraiment d'arriver à, par l'aide de l'esthétique et du conseil en image, que ces patients redeviennent le plus en harmonie possible avec leur bien-être intérieur et cette nouvelle image qu'ils mettent en place. D'autres soins de support, réflexologues, sophrologues, coach sportif, kinésithérapeute, assistantes sociales interviennent également dans l'accompagnement du patient. Le centre Chrysalide accompagne au quotidien les patients et les aide à sortir de leur isolement en participant au développement de prises en charge innovantes comme le défi sportif. Une fois le poids stabilisé, une chirurgie plastique reconstructrice peut être envisagée. Dans le cadre de la prise en charge de l'amaigrissement, on envisage la chirurgie plastique pour traiter les séquelles de cet amaigrissement. Les séquelles sont liées en fait à une perte d'élasticité de la peau au cours de la prise de poids. Et au moment de l'amaigrissement, les tissus sont distendus et la chirurgie plastique vise à retendre les tissus qui ont été distendus par l'amaigrissement. Alors, un certain nombre d'interventions sont prises en charge par l'assurance maladie. Dans ces cas-là, on rédige une demande d'entente préalable. Les patientes sont vues en consultation par le médecin conseil de la sécurité sociale qui approuve ou pas les critères de la prise en charge qui sont assez stricts dans ces cas-là. Certaines interventions, par contre, ne sont jamais prises en charge. Par exemple, les interventions sur la poitrine sont très rarement prises en charge dans les séquelles d'amaigrissement. On n'a pas systématiquement recours à la chirurgie plastique dans les suites d'un amaigrissement massif. En effet, chez certaines patientes jeunes, l'élasticité n'est pas perdue et les patientes ont une peau qui revient quasiment à la normale après un amaigrissement, même un amaigrissement de plus de 30 kg parfois. Prévention, éducation nutritionnelle, traitement médical ou chirurgical, autant de services qui sont déployés au sein du centre Chrysalide afin de trouver la solution la mieux adaptée à chaque patient.
On va donc parler de soigner autrement l'obésité tout de suite avec Noémie Forjard. Vous êtes diététicienne à la clinique du Pré. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Bon, soyez la bienvenue. Anna Sour, vous êtes psychologue à la clinique du Pré et au centre hospitalier de la Ferté-Bernard. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Marie-Jean Chauvin, vous êtes socio-esthéticienne. Tout à fait. Bonjour. Voilà. Et vous faites partie du parcours de la pré-opération. De la pré opération et de la post. ou en tous les cas de l'après-amaigrissement ou de l'amaigrissement. Voilà. Oui, on le développera tout à l'heure. Et j'ai bien dit tout à l'heure, j'ai bien dit esthéticienne. Non, vous avez dit socio-esthéticienne. Non, mais pour ceux qui n'auraient pas entendu, qui auraient entendu le socio et pas l'esthéticienne, je préférais expliquer un peu ce qui nous attend. Voilà. Parce qu'on peut et on doit être beau, continuer à être beau. Oui, oui. C'est un vrai besoin. Ouais. Et je pense que c'est une des sources pour bien vivre. On va parler d'harmonie avec soi, harmonie intérieure et ce que l'on présente aux autres. Ok. À vos côtés, Jérémy Lamy, vous êtes chirurgien plastique. Bonjour Julien. On vous a vu dans le reportage qu'on vient de voir. Vous êtes chirurgien ici à la clinique du Pré. On va revenir sur les opérations que vous proposez. Hein. En quelques mots, dans quel cadre? En fait, comme on voyait dans le reportage, après un amaigrissement massif, souvent la peau de ces patientes est distendue. Elle a été distendue par des années d'obésité. Et au moment de la perte de poids, qui est souvent assez rapide, cette peau ne va pas se retendre. Donc on se retrouve un petit peu comme des patients qui auraient des vêtements qui auraient été distendus. Et le but de la chirurgie plastique va être finalement de refaire des vêtements à la taille des patients, à leur taille nouvelle après leur amaigrissement. C'est de la chirurgie non pas esthétique mais réparatrice. C'est de la chirurgie parfaitement réparatrice. D'accord. Oui. Selon les critères de la sécurité sociale, une partie de cette chirurgie est de la chirurgie réparatrice. C'est la chirurgie qui va être prise en charge pour le ventre, pour les fesses, pour les bras, pour les cuisses. Et une partie de cette chirurgie, par contre, sera classée en chirurgie esthétique car non prise en charge par l'assurance maladie. On n'est pas moins dans une chirurgie réparatrice dans tous les cas. Ok. Est-ce que beaucoup de personnes qui font, qui maigrissent, qui décident de maigrir, passent vous voir après? Est-ce que ça fait partie du parcours? Ça fait partie du parcours, mais ça fait partie d'une demande de la patiente. Souvent, on peut avoir une... Vous avez dit de la patiente. De la patiente et du patient, et du effectivement, patient. vous avez raison. Ouais, vous avez raison. Environ 10-15% de mes patients sont des hommes, oui. D'accord. Ok. Donc ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours selon la demande. Ouais. C'est pas obligatoire. Il y a des patients et des patientes qui font la demande avant l'amaigrissement, qui s'en inquiètent parce que les réseaux sociaux font que c'est des choses qui se savent. Et certaines patientes et certains patients le découvrent finalement après leur amaigrissement. Et ça fait partie d'une vraie demande. Lorsque la peau est distendue, en règle générale, c'est vrai que c'est une demande qui est parfaitement louable. Ça aide à la reconstruction ? Je pense que ça aide à la reconstruction psychologique, tout à fait, parce que c'est une séquelle d'un temps qui n'était pas forcément joyeux. Donc je pense qu'en effet, oui, il y a un côté de reconstruction physique et une grosse part de reconstruction psychologique. D'accord. Oui. Ce genre d'opération se pratique combien de temps après l'amaigrissement ? Après un fort amaigrissement. Ça va dépendre des patients. Ouais. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir une stabilisation du poids. Il n'est pas question d'opérer les patients qui ont eu une chirurgie bariatrique 6 mois avant et qui sont encore en cours d'amaigrissement, parce qu'à ce moment-là, tout le travail ne servira à rien. Il n'est pas question d'opérer des patients qui font du yo-yo, parce qu'on opère aussi des patients dans la filière médicale. Moi, je vois beaucoup de patients qui viennent me voir plutôt pour maigrir, qui viennent me voir en surpoids en me disant « Docteur, faites-moi maigrir ». Moi, je leur dis « Moi, ce n'est pas mon travail ». Donc, je les adresse plutôt au docteur Vec ou au docteur Jagot, en leur disant d'abord maigrissez et après on viendra en complément pour traiter cet amaigrissement. Mais il n'est pas question d'utiliser la chirurgie plastique et esthétique pour maigrir. Moi, je n'ai jamais fait maigrir personne. D'accord, oui, c'est bien un complément, une réparation. Tout à fait. Okay. On parlait tout à l'heure donc d'accompagnement psychologique et de reconstruction psychologique. On va en parler un petit peu plus maintenant avec Anna Sour. Vous êtes donc psychologue à la clinique du Pré et au centre hospitalier de la Ferté-Bernard. Il y a un accompagnement avant l'amaigrissement, qu'il soit chirurgical ou qu'il soit médical. Oui, alors il est un petit peu différent dans la filière chirurgicale parce qu'on va accompagner le patient dans son projet de chirurgie, travailler avec lui ses motivations, ses attentes par rapport à cette chirurgie
quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont appropriées par rapport à la chirurgie? Est-ce qu'ils n'en attendent pas trop? Voilà, les préparer aussi beaucoup aux changements qu'il va y avoir dans leur vie quotidienne, que ce soit sur le plan alimentaire, mais tout ce que ça va impliquer de changements corporels également. Parce que quand on a été obèse toute sa vie et qu'on n'a jamais atteint une taille standard, je dirais, ça peut être compliqué à vivre. Et puis tout ce qui va être changement du regard des autres, comme on a parlé tout à l'heure, et de l'environnement aussi, parce que c'est un changement pour le patient, mais pour tous ceux qui sont autour. Parce qu'après l'amaigrissement, c'est vrai qu'il y a un vrai changement qui se passe, un changement personnel, pas de personnalité, mais personnel. On a souvent entendu dire qu'on reste, même après un gros amaigrissement, on reste obèse dans sa tête. Oui, oui. En fait, il y a un décalage entre l'image qu'on a de soi intérieure et la réalité. Et ça prend du temps d'arriver à apprivoiser ce nouveau corps qui a changé très rapidement avec la chirurgie, un peu moins en filière médicale. Et il faut se réapproprier ça. Là, on bouge différemment, on s'habille différemment, tout ça, ça prend beaucoup de temps, mais c'est normal. C'est un temps d'adaptation psychique qui demande du temps. Oui, il faut aussi, on va dire, chasser les anciens fantômes, ceux qui nous ont amenés à l'obésité, et pour le coup aussi travailler sur le présent. Donc c'est un gros travail psychologique en fait. Oui, dont souvent les patients n'ont pas forcément conscience au moment où ils demandent la chirurgie. C'est pour ça aussi qu'on les prépare beaucoup à ça, c'est que c'est vraiment des gros changements, qu'il faut être bien prêt, bien stable et bien sûr de son choix avant de se lancer dans quelque chose qui sera irréversible dans la plupart des cas, à part pour l'anneau, mais pour les autres chirurgies irréversibles. Donc il faut être bien sûr de vers là où on va. Est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que ça ne va pas nous apporter? Et puis ça va changer aussi d'un point de vue privé, à la maison. Parce que souvent, après un amaigrissement, il y a changement dans le couple, changement de vie, changement de travail, changement d'activité. Il se passe beaucoup de choses, hein. Marie. De Marie, je disais. De Marie, vous avez dit aussi, d'accord. Mais par contre, c'est très important en post-opératoire, plus particulièrement par rapport à la filière médicale. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que notre poids est une protection. Et d'un seul coup, l'effacement de cette protection, de cette cuirasse, nous rend plus accessibles au coût. Et donc, on peut souffrir énormément les premiers temps, le temps de se remettre dans une vie sociale, dans une vie, de reprendre possession de sa vie. Et c'est un moment où le psychologue est vraiment très, très important. Et la diététicienne aussi. Et souvent, on a des ateliers couplés, des rencontres couplées, puisque par réflexe, généralement, on va replonger dans l'alimentation pour essayer de se protéger. Donc, souvent, le couple fonctionne très bien en poste. Anna, vous m'avez dit c'est important cet accompagnement-là pour ne pas craquer et surtout pour devenir autonome. Oui, alors ne pas craquer ou je ne sais plus comment a dit Madame Pécouillou tout à l'heure, ne pas lâcher ou je ne sais plus. Oui, parce que le but c'est que ça fonctionne sur le long terme. On sait qu'il y a des coups durs, comme vous dites, il n'y a plus la carapace pour se protéger. Souvent l'alimentation était le seul moyen de se protéger. Et puis il n'y a plus ça, parce qu'on peut, enfin, en tout cas, on peut toujours, mais moins. Donc il faut trouver d'autres moyens de se protéger, d'autres moyens de s'affirmer, voilà. Enfin, donc ça aussi c'est un gros travail sur le long terme, et on sait qu'il y a des difficultés après un amaigrissement, et pour que ça dure sur le long terme, on est aussi là quand ils en ont besoin. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a un duo, hein, donc psychologue et pour le coup diététicienne. Noémie, vous animez les ateliers d'éducation thérapeutique. Oui, donc en fait on a créé un programme nutrition, des ateliers collectifs. Donc en fait on reçoit les patients en groupe et on travaille différents thèmes. Alors on a créé des ateliers de base où on travaille sur l'équilibre alimentaire, donc avec des outils pédagogiques, hein, il faut que ça reste très ludique. On a des ateliers sur trouver du plaisir dans son alimentation, quand on reçoit, la convivialité, comment gérer aussi tout ça, parce que c'est important, hein, ça fait partie de la vie. Et on a des ateliers plus pratiques de cuisine,
où on travaille avec un chef cuisinier, on élabore un menu. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a encore cette notion de plaisir et on peut voir qu'on peut se faire plaisir et bien manger. Et on a un atelier aussi extérieur qui est sur la lecture des étiquettes. Aller faire ses courses. Ouais, aller faire ses courses. Donc en fait, on va dans un supermarché et donc on regarde les étiquettes, on explique un petit peu les emballages alimentaires, comment se repérer. Et voilà, donc c'est des ateliers, le collectif crée beaucoup d'échanges, donc ça c'est intéressant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure lorsqu'on parlait avec notre ami chef. En fait, on a plaisir à préparer, à réfléchir à ce que l'on va manger. Et pour le coup, faire ses courses, ça devient un plaisir aussi. Enfin, presque. Oui, ça peut devenir un plaisir. La chasse au bon produit. En fait, les gens, souvent, ils achètent par habitude et ils disent qu'ils prennent pas le temps de regarder réellement ce qu'ils achètent. Et en fait, après, quand on commence un petit peu à décrypter tout ça, ils trouvent que c'est intéressant, ils comparent. Et voilà. Donc, ça peut devenir assez sympathique. Est-ce que c'est facile de suivre vos recommandations ? C'est ça surtout qu'ils sont en train de se demander, peut-être en nous regardant, oui, ça va être bien en cours, ça va être bien pendant l'atelier, mais après, une fois arrivé à la maison, c'est pas si facile que ça, elle est plus là. Justement, on a des retours. Est-ce que vous venez chez les gens pour les aider à faire leurs courses, non ? Ce serait bien. Non, mais c'est assez personnalisé. On essaye vraiment de s'adapter aux personnes et qu'au quotidien, ce soit facile à faire. Donc, les retours sont plutôt positifs. Et voilà, alors facile ou pas, c'est vrai que ça dépend des personnes. Mais je dirais que non, ça se fait. Ça se fait. On essaye de faire vraiment quelque chose de pratique, de s'adapter aux personnes. Ok. Je reviens vers vous, Madame la socio-esthéticienne. Voilà, parlez-moi de votre métier, de votre mission. Ma mission, c'est, on a parlé tout à l'heure de nouvelles images du corps, redessiner les contours d'un corps, le réapproprier. Pardon. Moi, je viens avec ma petite mallette, mon atelier Sublimez-vous, les pinceaux, les couleurs. Et puis, comme le disait tout à l'heure Noémie, ça reste ludique. Il faut que... Moi, je crois que je dois apporter la notion de plaisir, se faire plaisir rapidement, pour que ça devienne quelque chose de doux, que ça enveloppe. Parce que je crois que quand on a subi une chirurgie, ou que ce soit la filière médicale ou chirurgicale, il faut apporter de la lumière, de la couleur. Donc on va le faire à partir des ateliers. D'accord. Quelle est votre formation? Parce qu'en fait, vous êtes esthéticienne au départ, vous devenez socio-esthéticienne. C'est une formation particulière? Oui, ça c'est un choix. On est d'abord esthéticienne, donc diplômée de l'esthétique. Le choix ensuite, c'est de se spécialiser en tant que socio-esthéticienne, donc par le biais d'une école qui se situe à Tours, qui est aujourd'hui reconnue par l'État, qui est le CODES. C'est ne plus revenir sur les pratiques de l'esthétique, mais adapter les pratiques professionnelles de l'esthétique au milieu médical, social, voire carcéral. Voilà. Et les garçons aussi viennent vous voir ou pas? Parce que c'est important quand même. Oui, les garçons viennent. Attention à nous aussi. Alors, ils sont un peu plus timides. Ouais. C'est vrai que lorsque je vais en chambre à la clinique, lorsque je frappe à la porte d'un patient, voilà, faut sourire un petit peu plus, faut employer des termes et des mots qui sont un peu plus faciles. Enfin, vous les maquillez pas pareil, surtout. Je prends surtout en charge les mains, les pieds et parfois le visage. Ils se laissent faire. Ok, merci beaucoup. Merci. On va terminer avec vous, Muriel. Vous êtes donc patiente de la filière médicale. À quand remonte votre envie de maigrir? Ça remonte à plus de 20 ans. Ouais. Plus de 20 ans et donc commencer tout doucement après une perte de travail, commencer à prendre du poids. Puis les grossesses et tout. Et il y a eu, j'ai eu 2 périodes où j'ai réussi à perdre du poids. Et j'ai entendu parler de la clinique du Pré, le centre Chrysalide, à la radio et je commençais à reprendre encore une fois. Alors vous êtes venu ici, on m'a dit que ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Non. Pas jugé. Non. Et ça fait du bien parce que je vais voir le docteur Vec, la diététicienne, avec une appréhension. Les premières fois, j'y allais avec une appréhension. J'ai pas réussi ça. Et en fait, elle cherche, elle me conseille. On cherche une autre façon. Je vois la diététicienne. Je fais pas tellement la cuisine moi.
Et la diététicienne, on a pris une feuille et le menu de la semaine. Hein, et tiens, ça, c'est tout simple. Et voilà, des petits menus tout simples et qui s'adaptent aussi à mon mari. On est tous les deux à la maison. Et voilà, des conseils qui aident. Et on ne parle pas de régime. Et on ne parle pas de régime. Jamais. Lors d'un atelier avec la diététicienne et la psychologue, je suis sortie mais soulagée. J'en ai parlé avec les 2 autres personnes qui étaient avec moi. Et oui, parce qu'on ne fait pas de régime. Alors, quel est le rôle de madame, psychologue, dans le fait que vous arrêtiez de vous défouler avec la nourriture? Est-ce qu'elle n'est pas là tout le temps avec vous? Vous la voyez une fois par semaine, 1 heure? Quand on se retrouve seul à la maison, qu'est-ce qu'on se rappelle de quoi? Qu'est-ce qui a été dit dans le cabinet de madame pour que vous ayez pendant toute la semaine ce frein qui fait que vous êtes responsable et raisonnable? On exprime des choses qu'on a du mal à exprimer avec son entourage, par exemple. Ouais. Et donc, on se libère et voilà, et on y repense jusqu'à la prochaine fois. Et voilà, c'est un travail. Après, on pense à toutes les choses qui nous font. On se dit quoi? Une tablette de chocolat, c'est pas bon? Non, faut pas. Ou on se dit non. Là, tu vas vers le chocolat parce que il s'est passé ça dans la journée. Vaut mieux que tu. On sait, il y a les moments où ça va pas. Ouais. On va aller. Ouais. Donc voilà, on repense. Dirige-toi. On apprend à trouver une autre façon de compenser en fait. Donc du coup, vous compensez maintenant comment? Faites des pulls? Enfin, je sais pas. Je pense savoir un peu plus. Alors là, il commence à faire beau, donc il y a le jardinage. Ouais. Et puis il y a la marche. On a découvert des activités aussi avec les ateliers. Avec le coach sportif. On a découvert plusieurs activités qu'on pouvait faire en famille ou en groupe, et entre autres la marche nordique. Voilà. Et c'est très agréable. Ok. Merci beaucoup. On va se tourner vers Lorraine. Dernière question venue du web, s'il y en a, Lorraine. Oui, exactement, Julien. Julie demande si la participation à l'éducation thérapeutique est obligatoire et si cela crée des liens entre les personnes. Qui va répondre? Moi, toi, non, moi. Je peux commencer, Anna va compléter. Donc, c'est vrai que les ateliers ne sont pas obligatoires. En fait, c'est à la carte. Hein. Les patients vont choisir les séances qui les intéressent. Il y a quand même deux ateliers obligatoires. Anna, tu me rediras si c'est ça. Sur la filière chirurgicale, on a un atelier obligatoire sur les conduites alimentaires à tenir en post-opératoire. Donc, la diététicienne co-anime avec le médecin nutritionniste, puisque là, on aborde toute la physiologie digestive, les carences alimentaires. Donc, cet atelier-là est obligatoire. Les autres ateliers, nous, sur la partie nutrition, sont à la carte. Et on a un autre atelier obligatoire qui est co-animé, donc diététicienne et psychologue, sur les représentations. D'accord. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est très bien dit. Lorraine, une dernière question. Non, c'est tout pour le moment, Julien. Eh bien, écoutez, on va vous laisser, on va vous libérer. Vous avez votre cadeau, votre gâteau d'anniversaire qui vous attend. Merci, gâteau qui a été préparé par le chef de la clinique et paraît-il, il est super léger. Voilà, on va tous en manger. Voilà. Il y a un mot que je vais retenir de cette matinée, c'est accompagnement. Oui. Je crois que c'est le mot-clé. Je sais pas, j'ai l'impression que ce mot-là, c'est le mot-clé. Accompagnement. C'est le mot-clé, accompagnement par les professionnels de santé, accompagnement par ceux que l'on rencontre et qui ont les mêmes maladies que nous, accompagnement aussi de nos proches, parce que tous ne sont pas à exclure de notre prise en charge. Comme disait madame, parce que je vis avec mon époux, mon repas, il est aussi pour mon époux, donc je ne suis pas au régime. Je mange comme mon mari. L'accompagnement, c'est fondamental. Je pense que ça a été aussi une volonté première. Quand il y a 5 ans, on a été sollicité par la Commission Santé et Environnement de l'Union européenne pour coordonner ces journées européennes de l'obésité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette année, dans 17 pays européens, en même temps que nous, il y a des gens qui, au Portugal, en Allemagne, en Belgique, en Italie. Maintenant, là. Aujourd'hui. Voilà.
samedi 24 mai, parle de l'obésité. Et nous, c'est depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on a vu les évolutions. Au départ, ça a été la première année, beaucoup d'associations qui faisaient des choses. Et puis les professionnels de santé se sont dit que finalement, ils faisaient bien leur boulot et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas en parler et de ne pas utiliser ces journées pour permettre d'identifier sur le territoire donné des actions et des choses qui pouvaient être faites. Et de plus en plus, on a... Il faut savoir que les journées européennes, elles sont portées sous le haut patronage de 3 ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et le ministère du Sport. Il nous en manque un, c'est l'éducation nationale, on ne désespère pas. Pourquoi les 3 ? Parce que si on veut vraiment lutter contre l'obésité, il faut toute cette partie prévention. Or, un médecin n'est pas là pour prévenir, il est là pour soigner. Donc, c'est tous les autres partenaires qui vont pouvoir travailler. Si on veut vraiment prendre en charge un patient, on a besoin de la santé. On a besoin de la caisse primaire d'assurance maladie, on a besoin de l'agence régionale de santé. Et puis, l'éducation physique adaptée, le sport plaisir, l'activité physique, plaisir, la volonté du ministère d'ouvrir de plus en plus les clubs de sport à ce sport santé et non plus ce sport compétition. Donc il y a tout ça qui vient. Et puis, en soutien de cette journée européenne de l'obésité, cette journée européenne de l'obésité ne peut exister que parce qu'il y a le plan obésité et que parce qu'il y a le PNNS. Le PNNS qui est ? Plan national nutrition santé. D'accord. Qui va indiquer des grands messages sanitaires de santé publique générale. Ensuite, on peut les utiliser dans une adaptation selon les pathologies que l'on rencontre. Ok. Merci beaucoup d'avoir été notre grand témoin tout au long de cette matinée. Merci à vous. Merci à tous les intervenants, tous ceux qui sont venus nous rejoindre ici. Nous étions donc depuis 10h ce matin en direct de la clinique Dupré au Mans. On vous souhaite une bonne journée, bonne continuation. Prenez soin de vous et à peut-être l'année prochaine pour une nouvelle journée mensuelle de l'obésité. Au revoir.